Bonjour à tous, donc Cyril Zarabert, responsable commercial Grand Sud, je dirais, pour Mobotix. L'objectif de ce webinaire de ce matin est de vous montrer donc principalement les fonctions de sécurisation des caméras et systèmes vidéoprotection Mobotix. Là, je vais faire juste une courte introduction sur le sujet de la cybersécurité pour les systèmes de vidéosurveillance, qui est réellement donc une vraie menace pour les clients, pour vos clients. Est-ce que ce sont des contraintes? Peut-être des contraintes d'installation, des contraintes de configuration, mais c'est avant tout une opportunité pour vous, une opportunité de faire valoir des produits de qualité chez vos clients et de monter en gamme de produits installés avec des produits robustes au niveau cybersécurité. La menace est réelle, hein, c'est un rapport de Symantec qui a été diffusé en début d'année sur l'année 2017, donc rapport relatant des attaques informatiques qui ont lieu courant 2017 sur des systèmes protégés par Symantec, qui montre qu'effectivement en pourcentage d'équipements piratés sur ou attaqués sur toutes les attaques informatiques qui ont eu lieu en 2017, vous voyez que les DVR, les enregistreurs vidéo, sont pour 25% quasiment des attaques sont les cibles des pirates informatiques. Donc si on rajoute les attaques directes auprès des caméras, on arrive à plus de 26%, près de 27%. Donc des équipements qui sont piratés sont liés à la vidéosurveillance. Donc vous voyez que c'est quand même très important. C'est toujours derrière le routeur, mais on est très proche des 33% des routeurs. Donc, la caméra est une cible d'attaque, effectivement. Alors, pour 0,01% des cas, c'est pour diffuser l'image de la caméra sur un site internet ou de façon libre ou d'aller espionner les gens. Pour la plupart des cas, les risques, ce sont quoi? Ce sont des risques de cyberespionnage, d'abord. Donc, qu'est-ce que le cyberespionnage? Ce sont des attaques ciblées. L'objectif est de récolter, donc de passer par les équipements informatiques, donc aussi les DVR, les caméras. L'objectif est de pénétrer un réseau et de récolter donc massivement ou furtivement des données sans être détecté par les outils de sécurité employés par les organisations ciblées. Donc en injectant des virus dormants au compte-gouttes dans les sociétés. Deuxième risque, c'est la cybercriminalité. Donc là, c'est utiliser effectivement des points d'accès d'équipements informatiques comme des caméras ou des DVR pour dérober des informations sensibles et confidentielles chez les clients. Donc dérober des comptes clients, des comptes bancaires bien sûr, ou utiliser un accès illicite aux ressources des ordinateurs infectés pour promouvoir des produits ou services via les ordinateurs des victimes. Donc lancer des campagnes de spam, des attaques contre des réseaux distribués ou faire des opérations de chantage. Donc, vous connaissez bien l'attaque type ransomware. Le troisième domaine de risque d'attaque, de type d'attaque, c'est le cybercommerce. C'est effectivement à partir du moment où on arrive à récupérer, où le pirate arrive à récupérer des informations sensibles auprès d'un client final, d'un industriel. Il est possible donc d'aller sur le darknet pour monétiser les informations récupérées. Donc, il faut savoir que le cours du darknet, des places de marché, est un cours variable. Hein. On parle une donnée d'un compte en banque s'achète 50 $ sur le darknet, des 100 000 adresses email 10 $. Donc, c'est le type de commerce qui est effectué ensuite par les pirates sur le darknet à partir des informations recueillies illégalement chez les clients. Quelques exemples, quelques failles de vulnérabilité qu'on trouve sur des équipements informatiques de type routeur ou de type NVR ou caméra, ce sont par exemple des portes dérobées. Donc des liens qui permettent directement ou indirectement de contourner une authentification de type admin et avoir accès à la configuration d'une caméra ou d'un enregistreur ou d'un équipement lié à la vidéoprotection. Il y a eu un cas précis sur des caméras d'un fabricant à quelque chose qui montrait qu'en mettant ce lien-là, avec noté le double slash, permettait de contourner l'authentification admin et d'arriver directement à la configuration de la caméra. Le déni de service, c'est une autre faille,
C'est une attaque informatique qui a pour but de rendre indisponible un service en fait inondant massivement le réseau par des accès donc illicites. Donc l'idée c'est de solliciter au maximum les équipements informatiques ou caméras de façon à empêcher son fonctionnement. Et le malware, donc c'est la possibilité pour un pirate d'aller introduire un logiciel nuisible dans un équipement informatique ou dans un équipement de vidéoprotection pour nuire au système informatique. Alors la grande question, donc avant de passer la main à Cyril sur la partie tutoriel de sécurisation des caméras robotiques, c'est vos clients sont victimes de cyberattaques, de protection, d'accès à leurs données, de vie privée. On parle beaucoup de RGPD bien sûr. Et la question, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est l'installateur qui a installé du matériel qui n'est pas fiable au niveau de cybersécurité? Est-ce que c'est le fabricant? De toute façon, ne pas se voiler la face est important. Il y a forcément un responsable dans la chaîne de valeur. Donc, ce que l'on recommande effectivement, c'est de promouvoir, de vendre et d'installer des produits qui sont sécurisés by design, donc sécurisés dès la fabrication, dès le développement, dès la définition des produits. Et vous voyez donc ce cactus qui est le symbole de la sécurisation des produits Mobotix. Et nous en avons fait un site, cactusconcept.com, que je vous invite à voir. Donc là, je vais passer la main à Cyril qui va vous présenter donc comment les fonctions de sécurisation des caméras peuvent être utilisées et configurées. Et je reprendrai peut-être la main pour une petite conclusion à la fin. Exactement, merci Cyril. Je vais passer les commandes à Cyril Schoenecker. Là, ça y est. Ok, j'y suis. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Ok, donc bonjour à tous. Merci Pierre et merci Cyril pour cette première partie. De mon côté, je suis l'autre Cyril, Cyril Schoenecker. Donc moi, je suis en charge de la partie technique sur la France entière. Cyril vous a parlé tout à l'heure de security by design, donc de produits dont la R&D incorpore la notion de sécurité dès le départ. Et on va essayer de voir ici comment, dans les caméras Mobotix, cette sécurité est intégrée dès la base, dès la conception du produit. Voici une petite liste des fonctionnalités de sécurité qu'on trouve couramment sur les objets connectés de façon générale, hein, pas seulement les caméras, mais les objets connectés de façon générale. Les trois premières lignes, ce sont des choses très standards que l'on trouve à peu près sur tous les objets connectés, comme la notion de certificat, l'utilisation de certificats pour les communications sur le réseau, l'authentification améliorée en HTTP, ou les listes de contrôle d'accès pour que tout le monde et n'importe qui ne puisse pas venir se connecter sur un périphérique. Ça, ce sont les choses que l'on trouve de façon générale. Au-delà de ça, dans les caméras Mobotix, nous avons implémenté d'autres mécanismes de sécurité que l'on retrouve parfois partiellement dans les objets connectés ou parfois carrément pas du tout. Si par exemple on se focalise sur la partie VPN, chiffrement des flux en direct ou chiffrement des flux enregistrés, on s'aperçoit que sur beaucoup de produits, ces fonctionnalités n'existent carrément pas du tout. Même sur les fonctionnalités standards, telles que la gestion des groupes utilisateurs, on s'aperçoit que les choses sont parfois implémentées de façon très basique. Vous avez souvent des droits utilisateurs qui ne sont pas personnalisables. Le concepteur a créé des familles d'utilisateurs, des groupes d'utilisateurs. Vous pouvez les utiliser, mais vous ne pouvez pas les personnaliser. Donc, parfois, par défaut, vous devez allouer beaucoup plus de droits à un utilisateur que ce dont il a réellement besoin. De même, on s'est aperçu que dans certains systèmes, les mots de passe sont simplement stockés dans des fichiers plus ou moins cachés dans le système. Sauf qu'un fichier caché aujourd'hui, tout le monde sait comment l'afficher et comment y accéder.
Si on se réfère au protocole RTSP, on s'aperçoit que dans 99% des cas, les données, les flux vidéo passent en clair sur les trames réseau. Les trames RTSP peuvent être visualisées par tout le monde et n'importe qui. Certaines caméras, certains produits connectés permettent à des développeurs d'enrichir les fonctionnalités avec des codes supplémentaires, des scripts ou des plugins. D'accord, ça peut être très très intéressant dans certains cas, mais dans ce cas-là, qui est garant de la sécurité globale du système et qui garantit que dans ces scripts ou dans ces plugins additionnels, il n'y a pas de backdoor? Dernière chose que l'on a constaté, c'est que parfois les interfaces web elles-mêmes sont sujettes à des failles et peuvent faire l'objet d'attaques. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 briques de sécurité. Donc nous, au niveau des caméras, on a segmenté la sécurité en 3 niveaux. Le premier étant l'accès à l'interface web. Le deuxième, les protocoles de communication. Et la troisième partie, les données stockées. Donc on va voir ces 3 briques en détail. Donc la première brique, la protection de l'accès à la caméra. Alors déjà, il faut savoir que dans les caméras Mobotix, on utilise un noyau Linux personnalisé, c'est-à-dire que l'on a enlevé de ce noyau tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de la caméra. Les briques ont été réorganisées de façon à ce que l'architecture du noyau ne soit pas quelque chose de connu, quelque chose de standard, donc ce qui permet déjà de ralentir les éventuelles intentions de piratage. Je disais que les services avaient été nettoyés, ça veut dire que des services tels que Telnet ou SSH ne sont pas disponibles au niveau de la caméra. Vous ne pouvez pas vous connecter à la caméra avec d'autres outils que l'interface web. De plus, la mise à jour de firmware dans les caméras ne peut être faite qu'avec un firmware signé d'usine par Mobotix. Vous ne pouvez pas télécharger un firmware, le modifier à votre sauce et l'injecter dans la caméra. La caméra refusera ce firmware s'il n'est pas signé, s'il n'est pas authentique venant de l'usine. Pour garantir cette intégrité, nous avons un partenariat en Allemagne en ce moment avec une société qui s'appelle SYSS, qui effectue des tests de pénétration sur la caméra, enfin sur toutes les caméras d'ailleurs. Et cet organisme nous garantit l'intégrité d'un point de vue informatique de nos produits. Aujourd'hui, le seul moyen de paramétrer une caméra Mobotix reste l'interface web. Dans cette interface web, donc pour pouvoir commencer à paramétrer, il faut avoir les droits administrateurs pour paramétrer la caméra. Et une chose que l'on peut faire, c'est définir les fameux groupes d'utilisateurs. Donc vous pouvez définir jusqu'à 25 groupes d'utilisateurs en donnant à chaque groupe des droits sur différentes briques de la caméra. Donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin uniquement d'accéder au flux en direct, mais il n'y a aucune raison de lui donner le droit de paramétrer des événements, de paramétrer la caméra, etc. On peut très bien se restreindre au flux live de la caméra et ne lui donner accès qu'à ça. Au sein de ces 25 groupes d'utilisateurs, vous allez pouvoir définir 100 utilisateurs. Alors, c'est pas 100 fois 25, c'est parmi ces 25 groupes, on peut répartir 100 utilisateurs. Les utilisateurs sont stockés dans la caméra, alors plutôt les mots de passe des utilisateurs sont stockés dans la caméra de façon hachée. C'est-à-dire jamais un mot de passe ne sera stocké en clair, ni même stocké en codé. Il est haché de façon à ce que ce soit très très compliqué. Si on pouvait récupérer cette signature de mot de passe, ce serait quand même très compliqué de reproduire cette signature pour pouvoir la réutiliser. Vous avez ici un exemple d'utilisateur, donc l'utilisateur admin qui fait partie du groupe des admins, et derrière vous avez son mot de passe crypté. Au-delà de l'utilisateur, vous avez une notion aussi de superviseur dans la caméra et dans le logiciel d'ailleurs Management Center. Le superviseur est quelqu'un qui
permet d'autoriser ou d'interdire l'accès au système pendant des plages horaires ou de façon permanente à certains utilisateurs. Donc c'est un super utilisateur qui ne peut rien faire au niveau de la caméra sauf autoriser ou interdire des accès. Toujours pour la protection des accès, on peut activer dans la caméra la détection d'intrusion, donc ce qu'on appelle l'IDS, Intrusion Detection Settings. Ce mécanisme permet à la caméra de surveiller les tentatives de connexion à son interface web. Si un utilisateur essaye plusieurs fois de se connecter à la caméra sans réussir à produire un nom d'utilisateur et un mot de passe correct, la caméra peut réagir. Alors les réactions classiques, c'est d'augmenter les délais de réponse, de blacklister l'adresse IP qui essaye de se connecter, et grâce à la décentralisation de la caméra Mobotix, elle peut également vous prévenir par mail, par exemple, que quelqu'un est en train d'essayer de s'incruster dans le système et prévenir par notification réseau d'autres équipements du réseau. Lors de cette alerte, la caméra peut, par exemple, transférer au responsable informatique, au responsable sécurité, le journal log du serveur web qui donne toutes les adresses IP qui ont tenté de se connecter, le résultat, est-ce que l'adresse IP a réussi à se connecter ou pas, et le username qui a été utilisé, donc le nom d'utilisateur qui a été utilisé, bien sûr, pas le mot de passe. On peut également paramétrer dans la caméra des autorisations statiques, donc dire en permanence, ben voilà, telle plage d'adresse IP a le droit de se connecter, telle plage d'adresse IP n'aura pas le droit de se connecter. Et c'est bien sûr ici que le système de détection d'intrusion qu'on a vu juste avant va venir inscrire les adresses qui ont été blacklistées, donc libre après à l'administrateur de réautoriser ou pas ces adresses IP. La protection anti-bot, celle-ci se trouve toujours dans le menu admin, dans le paramétrage de la page de démarrage. Ce paramètre permet de dire à la caméra de ne pas laisser les moteurs de recherche indexer les pages web du serveur web de la caméra. Donc par défaut, les moteurs Google et autres indexent tous les sites web constamment. La caméra, si elle est publiée sur Internet, ça devient un site web comme un autre. Mais on peut très bien dire à la caméra, non, tu refuses l'indexation, enfin la demande d'indexation faite par ces moteurs de recherche. Deuxième brique de sécurité au niveau des protocoles de communication. Alors, le protocole par défaut est le protocole HTTP. Et pour pouvoir dialoguer avec un serveur HTTP, avec une caméra, donc, le client qui est le navigateur web, par exemple, a besoin d'échanger un jeton de sécurité. Donc, le client va envoyer vers le serveur le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il souhaite utiliser, et le serveur va lui renvoyer un jeton de sécurité. Par défaut, les méthodes basiques, classiques, le mot de passe et le nom d'utilisateur sont envoyés juste codés, donc de façon réversible. Donc quelqu'un qui intercepterait cette trame pourrait décoder la partie nom d'utilisateur et mot de passe. Pour éviter cela, on peut utiliser la méthode d'authentification digest qui permet de hacher le login et le mot de passe, donc d'envoyer la signature du login et du mot de passe sans les envoyer de façon codée. Le serveur, dans ce cas-là, récupère cette demande d'authentification et renvoie un jeton d'authentification sans que le login et le mot de passe aient transité de façon codée sur la trame réseau. Ceci concerne uniquement la partie authentification pour l'instant. Bien sûr, le reste de la communication reste sur du HTTP pour l'instant. Pour éviter cela, on peut passer à la partie suivante. Ah, pardon, une chose dont je voulais parler aussi sur la partie HTTP. Vous voyez ici, vous pouvez définir des ports personnalisés. Par défaut, on travaille sur le port 80. Vous pouvez bien sûr changer ces numéros de port et les adapter à vos besoins.
Pour éviter que la communication passe en clair sur le réseau, on peut utiliser des certificats et donc passer en HTTPS sécurisé. Les caméras sont toutes livrées avec des certificats auto-signés, mais si la société dans laquelle vous intégrez les caméras dispose d'un serveur de certificats, vous pouvez tout à fait vous greffer sur le serveur de certificats et dans ce cas-là, la caméra récupérera les certificats de ce serveur et les logiciels qui se connecteront à la caméra récupéreront également les certificats sur ce serveur. Les mécanismes sont des mécanismes classiques, hein, X509, donc on est basé sur des librairies OpenSSL et bien sûr, on maintient tout cela à jour régulièrement. Autre mécanisme d'authentification qui là n'est pas au niveau de la couche application mais qui est au niveau de la couche physique, de la liaison des données, c'est l'I3E 802.1. Donc l'authentification type Radius. Les équipements actifs du réseau, les switches, les serveurs, peuvent donner une fonctionnalité Radius, peuvent autoriser une fonctionnalité Radius, ce qui implique que chaque appareil connecté au réseau, avant de pouvoir diffuser des paquets sur le réseau, doit s'authentifier auprès du serveur ou du relais du serveur qui peut être représenté par un switch. Donc, la caméra connectée sur le réseau ne commencera à diffuser ces paquets qu'après avoir reçu l'authentification du switch ou du serveur en question. Donc ça, c'est un niveau de sécurité qui est basé sur la couche physique. Parfois, vous serez obligé de faire transiter les données par des réseaux publics ou à travers plusieurs réseaux. Dans ce cas-là, on recommande fortement l'utilisation de VPN, donc de tunnels privés qui permettent de faire transiter les paquets de façon complètement sécurisée entre un point d'extrémité et le serveur. Donc ici, par exemple, entre la caméra et le système de visualisation de la vidéosurveillance. Toutes les caméras embarquent un client OpenVPN. Donc il suffit dans l'infrastructure d'avoir un serveur OpenVPN et les caméras vont pouvoir nativement se connecter sur ce serveur, enfin nativement. Il y a un petit peu de paramétrage à faire côté serveur et côté caméra, mais une fois que c'est fait, les caméras vont se connecter toutes seules directement au serveur OpenVPN et vous aurez une communication complètement tunnelisée entre les deux points. Toujours au niveau des protocoles de communication, on a poussé la sécurité jusqu'au cryptage des informations au niveau du bus de communication entre la caméra et les boîtiers d'interface. Donc on a un bus de terrain qui s'appelle MXBus, un bus de fil qui peut aller jusqu'à 100 mètres, sur lequel des messages peuvent transiter. Ces messages peuvent être relayés par les caméras qui, elles, peuvent les broadcaster en IP vers le réseau de caméras. On a voulu sécuriser ce process simplement pour éviter que quelqu'un capture un message et tente de le renvoyer plus tard pour effectuer la même action que le message initial. Donc, ces messages sont tout d'abord cryptés et ensuite ont une durée de vie très courte. Ça veut dire que même si j'arrivais à comprendre quelle est l'action qui est engendrée par un message, que je capturais ce message et que je le renvoyais plus tard, ben, malheureusement, il serait périmé, donc il n'aurait plus aucune action. Troisième brique, la partie enregistrement des données. Les flux des caméras, donc on a vu tout à l'heure que les flux en direct pouvaient être cryptés, HTTPS, etc. Mais les flux enregistrés peuvent aussi être cryptés, et ce, quelle que soit la cible de stockage. Que la caméra stocke dans sa carte SD ou sur un NAS, on peut demander à la caméra de crypter les enregistrements, de façon à ce que si quelqu'un vienne soit voler, soit répliquer la cible d'enregistrement, ben, il lui soit impossible d'accéder au contenu vidéo des données enregistrées. Bien sûr,
cette fonctionnalité nécessite de faire un paramétrage d'un côté au niveau de la caméra pour définir une phrase de cryptage et de l'autre côté au niveau des logiciels qui vont servir à relire les enregistrements tels que MX Management Center par exemple. Tout dernier point sur les nouveautés. Avec les prochaines sorties de MX Management Center 1.8 et des versions firmware 5.1 pour les caméras série 6. Ces dernières versions de firmware de caméra vous obligeront à changer le mot de passe par défaut des caméras. Donc ceux qui sont habitués à admin -m, eh bien, la première fois que vous vous connecterez avec l'interface web de la caméra, vous serez obligé de remplacer le mot de passe et vous devrez choisir un mot de passe avec au moins minimum, au moins 8 caractères. Donc, pas possible de remettre -m derrière. Tout ça pour garantir le fait qu'on n'utilise pas les mots de passe usine sur des caméras qui seraient éventuellement publiés sur Internet. Ça, c'est côté caméra. Côté Management Center 1.8 proposera différents onglets, donc un paramétrage des caméras et un autre onglet qui va permettre de sécuriser l'intégralité de votre système de caméras. Donc tout le groupe de caméras qui est installé dans Management Center pourra être sécurisé juste en appuyant sur le bouton système sécurisé. Que va proposer Management Center? Il va vous proposer de modifier le mot de passe par défaut si ça n'a pas déjà été fait. Donc, s'il détecte que des caméras sont encore avec -m, il va vous proposer de remplacer -m par un mot de passe plus sécurisé. Il va vous proposer de désactiver HTTP et de ne conserver que HTTPS. Et il va vous proposer de désactiver l'accès public à votre caméra. Donc là, vous voyez une copie d'écran sur la droite. La caméra que j'avais sélectionnée avait déjà l'accès public désactivé. Donc là, Management Center m'indique que cette fonctionnalité de sécurité est déjà réalisée. Et il me propose de désactiver HTTPS et de modifier le mot de passe usine sur cette caméra. Voilà de mon côté ce que je voulais vous présenter ce matin. Je suis maintenant à votre disposition pour les questions.